Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup Marie-Hélène qui a très bien conçu et organisé ce colloque. Merci beaucoup Guillaume Selem qui est là aussi. Je souhaiterais remercier Arnaud Grandet, qui était le commissaire. Il est le commissaire de cette exposition, la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Et évidemment aux trois participants, Didier Faustino, Pedro Moraes et Camilo Rebel, qui a remplacé, en fait, Camilo était prévu pour la troisième table ronde. Pedro Gadagne a eu un souci, il va arriver trop tard. Donc, en fait, les questions, les sujets de Camille sont très similaires, donc on a décidé de faire ce petit changement. Et l'idée de cette table ronde, plus que parler du Portugal ou de la France, c'est de parler de l'architecture et de l'artiste, de la création en mouvement, des dialogues globaux qui ont lieu dans le monde de la culture. Peut-être, on va voir qu'est-ce que ça veut dire d'être un architecte, un artiste portugais ou français aujourd'hui. Mais voilà, l'idée c'est plutôt vraiment de parler sur les croisements des disciplines dans le monde globalisé et des dialogues inattendus et peut-être les dialogues plus évidents entre l'architecture et les arts visuels. Je propose de commencer peut-être par la présentation de Didier Faustino, qui va nous présenter ses travaux les plus récents. Je profite de l'occasion pour vous avertir que Didier vient d'inaugurer une exposition pas loin d'ici, à la Maison de la Culture du Japon. C'est une exposition notable, un projet en fait c'est une exposition en partenariat avec l'atelier Bauau du Japon autour de la Magical House, la maison magique, et je recommande vivement cette exposition. Didier est architecte et artiste français. Il travaille sur la relation entre le corps et l'espace. À la frontière entre art et architecture, sa pratique a débuté dès la fin de ses études en 1995. Son approche est multiforme, allant de l'installation à l'expérimentation, de la création d'œuvres plastiques subversives à celle d'espaces propices à l'épuration des sens. Ces projets se caractérisent par leur dimension fictionnelle, leur regard critique, leur affranchissement des codes et leur capacité à offrir des expériences inédites au corps individuel et collectif. À ce titre, il a reçu le prix Desjans, grand médaille d'argent, de l'Académie d'architecture en 2010 pour l'ensemble de son œuvre. Plusieurs de ses œuvres sont entrées dans les collections des grandes institutions telles que le MoMA à New York, la Fondation Serra Alves à Porto, la Fondation Gulbenkian à Lisbonne ou le Musée national d'art moderne ici en France. Actuellement, Didier Faustino travaille sur plusieurs projets, notamment un projet de fondation au Mexico, c'est la Fondation Alumnos 47, une maison domestique expérimentale en Espagne et en Chai au Portugal. Il est aussi enseignant, notamment à la AA School à Londres depuis 2011. Merci beaucoup Didier, on commence par toi. Merci. Alors, j'utilise les... Je pense que... Voilà. Les images... Je veux bien les images. Didier Faustino. Merci. Alors, sur le prix de Jean de l'Académie, je l'ai reçu en même temps que Sotomora, qui l'avait eu à titre d'architecte européen pour sa carrière. Alors, sur la question, oui, déjà merci de m'avoir invité. J'ai mis une série de projets par rapport à ma pratique et sur cette question de l'entre-deux. Je précise que je suis quelque part binational, puisque j'ai 2 passeports. Je suis très fier d'avoir 2 passeports. Et tout ça nous amène à une situation qui est une situation
d'aller-retour, d'identité de l'entre-deux, de l'interstice, du seuil, voilà, de la membrane, je ne sais pas trop comment le définir, et paradoxalement aussi dans la pratique une situation qui est de l'entre-deux, entre art et architecture, même si le sujet principal et ce qui m'intéresse c'est la question de l'espace, du corps et de l'espace. Le travail s'est développé au cours de ces années autour d'une ambiguïté qui est celle de la galerie ou du musée et de la commande architecturale par ailleurs. J'ai débuté en 1995, diplômé de l'école d'architecture de Paris-Villemain. Et très rapidement, je suis parti au Portugal pour m'installer à Lisbonne. Et c'est là où les choses ont un peu commencé étrangement. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans un monde que je ne connaissais pas, qui était celui de ma culture familiale, mais un monde professionnel dans lequel j'essayais de rentrer, de côtoyer, et qui m'a absolument pas ouvert les portes. Ça a été assez étrange au début. Moi, j'ai compris pourquoi. J'avais pas fait mes classes là-bas. Et en fait, ça m'a permis à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai côtoyé plus le milieu, je dirais, de l'art, qui était un milieu plus poreux, je dirais, plus ouvert, et qui m'a accueilli sans questionnement. Et du coup, on a commencé des projets, j'ai commencé à participer à des projets comme la création d'une revue d'art contemporain, d'art, d'architecture, d'espace, autour de la question de l'art contemporain, poésie aussi, d'une maison d'édition, et à participer à des expositions où j'étais invité, non pas comme artiste, mais comme architecte, à poser un regard sur les thèmes qui nous étaient proposés. Donc je suis resté quasiment 1 an et demi là-bas. Après, on a la bonne idée, c'est qu'on a eu d'appeler le journal Numero Magazine, sans avoir déposé le nom, et on a vite laissé tomber, parce qu'il y a eu un numéro en France qui s'est installé et qui lui avait déposé. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Un retour à Paris, fragment par moment, c'est-à-dire que je venais, je retournais, donc ça n'a pas été totalement, intégralement un départ et un retour total. Et puis après, peu à peu, je dirais que le travail s'est développé sur la question de l'atelier à Paris, qui était plus simple. Il n'y avait pas moyen de garder l'atelier à Lisbonne, ou un studio, ou un espace de travail, donc ça s'est cristallisé sur Paris. Alors, j'ai mis une série de projets qui illustrent un peu cet aller-retour, ou cet entre-deux. Je commence simplement par quelque chose qui m'intéresse, qui a été un peu l'énoncé de base de mon travail, fin des années 90, sur la question de la fragilité des objets qui m'intéressaient, et surtout des théories qu'on a essayé de développer, de questionner et de mettre en place. Donc, théorie des systèmes dynamiques, la percolation par autre, ou comment modifier via un système fragile des conditions dans l'espace. Je pourrais peut-être revenir là-dessus, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais enfin ça donne une clé. Une première rencontre dans le parcours fin 90, et puisqu'on est à la période de la Biennale de Venise, une invitation à la Biennale de Venise de 2000 par Massimiliano Fuxas, qui avait vu mon travail en sortant de l'école, dans une revue, non pas d'architecture, mais une revue d'art contemporain, Art Press, où ils étaient venus dans les écoles à l'époque. C'était des gens de l'IFA, si je me rappelle bien, qui étaient venus dans les écoles voir les diplômes. Et j'avais un diplôme qui était un peu étonnant, qui sortait peut-être un petit peu d'une ligne. En tout cas, je questionnais la question du bodybuilding. Je ne vais pas revenir là-dessus. Tout ça m'a valu une couverture d'Art Press assez étrange en 97, et puis une invitation à Archilab, pas du tout à ma place non plus, en 99, puis une invitation à la Biennale de Venise, où la question était assez intéressante. En revanche, là, plutôt que de montrer un travail en cours,
je me suis pris le sujet à bras-le-corps. Le sujet, c'était la ville, plus d'éthique, moins d'esthétique, ce qui étrangement nous rappelle un petit peu le sujet de celle-ci, qui est peut-être les prémices, des moments charnières dans ces décennies qui passent en architecture. Et donc, moi, ma proposition était assez simple, pas proposer un bâtiment ou autre chose, proposer une architecture, un espace qui soit réduit à son minimum et qui puisse quelque part servir, ou qui soit en tout cas un élément de questionnement. Ce qui m'intéressait aussi, c'est questionner la fragilité, questionner l'espace, questionner l'architecture, questionner aussi les forces en présence dans notre société, dans notre monde, dans le monde actuel. Et donc, proposer un outil ou un élément qui questionne la situation des migrants, la situation inacceptable des migrants, des illégaux qui passent, des clandestins qui essayent de partir d'une situation désespérée pour aller dans un monde meilleur. Et j'ai pris le parti de construire cette micro-architecture jusqu'à la produire, de la dessiner jusqu'à la produire et de l'emmener à la Biennale de Venise, un peu comme Joseph Beuys l'a fait pour sa performance aux États-Unis, et de m'installer dans l'espace de la Biennale, moi-même, dans le container de transport, en position fétale. Quelques années après, un autre projet, toujours lié à l'architecture, même s'il a eu sa visibilité dans les musées, puisque les musées, je dirais, me servent ou sont les lieux d'expérimentation, peut-être les lieux de liberté, à un moment donné, sur des questions sensibles, qu'on n'a pas toujours le temps d'aborder, ou peut-être la capacité à toucher dans le domaine du construit. Celui de l'ultime refuge, celui de la paranoïa, donc non pas Home Sweet Home, mais Home Sweet Home, ou comment fabriquer une architecture au plus près du corps avec les déchets de nos espaces domestiques. Donc là, en moquette, et se fabriquer une armure éphémère. Tout ça part de textes pour moi importants, qui sont comme les textes d'Hervé Guibert sur l'architecture, ou comment créer des architectures vicieuses et récompenser les créateurs d'architectures vicieuses. Foucault et quelques autres penseurs, jusqu'à aujourd'hui, des Vasset qui nous parlent d'autre chose, qui nous aident à regarder autrement, et comment retranscrire ce genre de questionnement, d'interrogation et de position par rapport à une production. Alors, un projet d'architecture qui avait été développé il y a une dizaine d'années, un peu plus maintenant, qui était sur une question assez simple, celle du foncier et du coût et des différences de valeur de foncier. Une maison, proposition d'une maison absurde, une maison d'1 mètre carré, qui n'est pas là pour résoudre la question du logement, mais plutôt questionner notre rapport au domestique, notre rapport à l'autre. Plutôt un projet critique qui a vu à un moment donné une possibilité. C'est-à-dire qu'on a été interrogé dans le cadre du parcours du tramway si on ne voulait pas participer à la création d'une œuvre d'art dans l'espace public. Et j'ai proposé d'offrir à la ville une maison d'1 mètre carré et de l'installer, et qu'elle soit en libre accès, gérée par une association de quartier. On a réalisé l'enveloppe, on n'a pas eu le budget pour diverses raisons qui n'étaient pas réellement celles économiques, mais plutôt des raisons de responsabilité. On n'a pas fini le projet, donc l'intérieur n'est pas fini. Sur la même période, un projet au Portugal où des artistes avaient été questionnés sur la question de l'espace public. Alors là, c'est un règlement, c'est un peu une série de plans topologiques sur la question du logement collectif. Et le projet était destiné à dessiner, enfin on nous demandait de dessiner, de faire une proposition pour une place, un espace public de 1000 mètres carrés à Castelo Branco, une petite ville du centre du Portugal, frontalière à l'Espagne.
Et plutôt que de dessiner, de faire une proposition pour les 1000 mètres carrés, je suis arrivé en travaillant sur la question plutôt de l'ambiguïté spatiale et de l'espace, pour moi, qui est finalement le plus ambigu dans l'histoire de l'architecture, qui est l'escalier dans les espaces collectifs, dans les immeubles collectifs, où en fait on a à la fois une extension du privé, une extension du domaine privé, une extension du domaine public, une espèce de lieu de frottement, un peu le lieu de tous les conflits ou de tous les rapprochements, et de proposer, plutôt que de dessiner un espace public à l'usage de tout le monde, de dessiner un espace public à l'usage individuel, et de voir qu'est-ce que cela amène à la ville. Donc on a été prendre les plans d'un des immeubles, 2 blocs plus loin, d'un des immeubles publics, logement social, et on a reproduit sa cage d'escalier, enfin une fraction de sa cage d'escalier dans l'espace public, et on l'a surmonté d'une cage où les personnes pourraient aller soit observer la ville comme un belvédère, soit jouer au basket. Il y a un petit panneau de basket, jouer au basket seul face à la ville. Un petit peu, voilà, un petit peu comme on pourrait dire un ascenseur ou un escalier qui nous élèverait vers autre chose. Le projet s'appelle Stairway to Eleven. Il n'a pas été inauguré. Voilà. La situation, j'ai appris, là, le mois dernier, il a été peint. Il faut que je vois ça, ce changement de municipalité. On va voir un peu tout ça. C'était le prix pour l'art contemporain du ministère de la Culture portugaise et de la Fondation Philippe Maurice Tabaqueira au Portugal. Voilà. Je parlais de théorie. Moi, ce qui m'intéresse en fait dans le travail sur les rapports d'échelle, c'est produire finalement une série de systèmes ou d'événements qui altèrent l'usage de l'espace ou la pratique de l'espace de l'utilisateur. Donc là, sur les théories, là j'ai mis des cafetières, sur la théorie de percolation, je trouve ça assez intéressant, comment à un moment donné, des microparticules peuvent modifier l'état d'un liquide, en l'occurrence de l'eau qui devient du café. Et donc, je vous ai amené le projet qu'on est en train de réaliser, de construire à Mexico. Nous en sommes aux fondations, qui est la Fondation Alumnos 47, qui est une aventure qui a commencé il y a presque une dizaine d'années maintenant, où un jeune homme est venu me voir en me demandant d'imaginer un lieu pour une collection de livres, un lieu ouvert où on pourrait venir consulter ces livres, mais non pas des livres pour des livres d'artistes, des livres uniques, des livres à très peu d'exemplaires, vraiment une collection assez importante. Et on a commencé à travailler là-dessus sur un principe assez simple qui était de fendre cette histoire de bibliothèque, de la couper en deux et de produire quelque chose d'autre qui soit un lieu peut-être de percolation, en tout cas un lieu de modification, d'altération, un préambule à plein d'autres choses. Voilà, alors je suis désolé, j'ai mis plein de schémas comme ça qui expliquent un peu les choses, je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire du projet, mais on en arrive à un moment donné à un système poreux qui s'installe entre 2 barres. Ça, c'était le premier projet, voilà. Oups, non, ça ne marche pas. Voilà. Ça, c'est le premier projet où un système en nid d'abeille s'installe entre un programme de stockage et le deuxième projet en 2014, celui qui a été retenu in fine, qui est la modification, l'altération en fait de ce système en alvéole. Alors le terrain est un terrain assez particulier puisque ce sont le regroupement de 2 terrains qui rejoignent 2 rues. Donc le projet est vraiment dans l'idée de faire se rejoindre ces 2 rues. Le seul souci qu'on a, c'est qu'un des bâtiments ne pouvait pas être détruit, il a été classé en cours de route. Et donc ça a un peu changé toute la situation. Et donc on est venu s'installer plutôt que d'occuper le territoire d'une certaine façon, en tenant sur les 2 rues, on est venu s'installer à l'articulation des deux terrains. Voilà. Voilà pour faire une description. Voilà l'engin, voilà la chose. Un système poreux, un système où finalement les façades sont les mêmes. Hop, j'avance un peu trop vite.
Un bâtiment pensé comme juste un encadrement de flux où des événements viennent s'installer à l'intérieur. Alors, j'ai une pratique qui s'installe un peu à la frange, on va dire architecte ou artiste. Je préfère dire architecte qui n'a pas d'échelle. Voilà, c'est un papier peint qu'on nous a demandé de dessiner. Un peu d'engagement politique peut-être par moment, un peu de subversion, je dirais d'ironie ou d'humour. Des projets qui sont évidemment pas des projets considérés comme de l'architecture, mais qui en parlent. Ce projet-là s'appelle... j'ai un trou. Le sous-titre, c'est Architecture de points. C'est un silencieux pour mégaphone qui s'installe pour faire des manifestations one-to-one. C'est dans le cadre d'un projet de performance qui s'appelait Don't Trust Architects à Performa à New York. Et le tout dernier projet qu'on vient de réaliser au Mexique, Democracia Portatil, qui est une agora mobile qui s'installe à l'arrière des camions, des chicanos, c'est comme ça qu'il faut les appeler de toute façon. Enfin, c'est les Américains qui les considèrent comme ça, qui viennent travailler aux États-Unis. Et donc on vient installer le long de la frontière cette agora mobile qui s'installe dans les points de passage entre Mexique et États-Unis, où les gens peuvent s'installer et discuter. Alors, pour parler un peu de la situation mexicaine, c'est un pays qui est en état de guerre civile, même si la propagande officielle n'en parle pas. On est quand même dans un pays où les narcotrafiquants tiennent ce pays et sont en guerre avec l'État. Donc voilà, c'était de faire une agora protégée, un espace de discussion, de démocratie qui puisse s'installer dans des petits villages où les gens peuvent s'installer à l'abri des regards et pour pouvoir parler. Voilà, un dernier projet. Merci beaucoup Didier. On va revenir sur la question du rapport entre qu'est-ce que ça veut dire d'être architecte et artiste en même temps. Je suis très curieux d'en parler avec toi sur ces questions. Je passe la parole à Camilo, qui est architecte, mais qui a aussi une expérience assez importante de collaboration avec des artistes visuels, notamment avec Angelou de Souza, qui va avoir son première exposition à Paris en janvier de 2017 à la Fondation Gulbenkian, et aussi Rui Chaves, avec qui tu as déjà collaboré plusieurs fois. Camilo a travaillé avec Eduardo Sotomayor et avec Herzog et de Moron aussi. Camilo était l'auteur du musée du Coa au nord du Portugal, aussi de la maison Ctima en Grèce, par exemple, et aussi il a en cours la construction du projet Promise pour un client parisien. Camilo est enseignant. Il a enseigné à l'Université de Porto, à Lausanne, à Mondizio, à Pamplonne, et maintenant il enseigne à Milan. Merci beaucoup. Et on va... Ok, d'accord. Bon, merci beaucoup pour l'invitation pour être avec vous. C'est un honneur. Je pense qu'il y a une chose très simple pour commencer cette présentation, et c'est important parce que Paris était la première grande ville, la première métropole que j'ai visitée dans ma vie. À cause de mon père qui était ingénieur à Renault, nous sommes venus plusieurs fois à France avec la famille, ma mère, ma sœur. Et dans un de ces voyages, on a visité la Normandie. Et je suis été un enfant. Et cet moment dans la Normandie, c'est une expérience qu'on n'oublie jamais parce que toutes les structures en fer et puis en béton
avec la nature, c'est une chose très impressive. Et vous, vous comprendrez ça avec les images que je vous montrerai. Bon, De Gaulle disait que c'est difficile de gouverner un pays avec 246 fromages. Et je trouve... Oh, ok. Et je m'intéresse beaucoup à la densité. Et la densité, pour moi, le fromage, c'est un bon exemple parce que le fromage est l'extrait, la matière extrait du contexte vivant. Et c'est un peu comme ça que je travaille. Et ça m'intéresse beaucoup, cette façon de penser. Bon. Ça, c'est une image, c'est un peu un collage de beaucoup d'expériences que j'ai fait. J'ai enseigné un peu beaucoup, par différentes écoles. À Lausanne, 4 années, à Mendrisio, à Pamplona, à Porto, et à ce moment-là à Milano. Et une chose que j'enseigne à mes élèves, c'est toujours de découvrir son identité individuelle et collective. Et aussi de regarder les lieux et avec ça, avec ce contexte toujours différent, de faire quelque chose avec. Ce n'est pas facile, mais c'est toujours les propos de mon travail. Ça, c'est une image de la matière, c'est une chose, un thème que c'est le plus important pour moi. Et cette matière, ça c'est au sud du Portugal, les pièces des grandes excavations, extraction de marbre. Et je suis été là c'est en photo avec 15 jours, je suis été là avec mon client parisien, et il était complètement marié par cet endroit. Et je m'intéresse dans ce thème de la matière parce que la matière, c'est vraiment, vraiment l'instrument pour l'architecte. Pour moi, on fait tout avec la matière si on veut. Et il faut la comprendre dans toutes les variétés, la diversité qu'elle nous donne, ou peut donner. Et ici, c'est une image du sud du Portugal. Et on utilise tout. On utilise la matière brute et aussi on utilise les déchets, les restes pour faire des semences, etc. Et ça, c'est vraiment le challenge pour des projets. Bon, on a fait ce projet. Ça m'intéresse beaucoup dans mon travail, la question du paysage et la nature. Et ce paysage est 2 fois classifié. C'est classifié de l'UNESCO pour le paysage naturel et c'est classifié aussi, encore une fois, parce qu'il y a le champ paléolithique plus grand, ou un des plus grands du monde. Je pense que c'est le plus grand en Europe, au plein air. Et notre musée est bâti là-bas. C'est une structure qui fait un dialogue avec la topographie. Et cette topographie, c'est une topographie très douce, c'est agréable. Et pour ça, on a fait une géométrie un peu dure. C'est exactement pour être complémentaire. Si cette géométrie de notre musée était dans les Alpes, on ne voit pas la géométrie parce que les Alpes sont aussi très géométriques et ce ne sont pas les superficies douces. Bon. En toute façon, les personnes me demandent beaucoup comment est-ce qu'on trouve l'échelle de cette musée. Et cette photo montre exactement comment est-ce qu'on a fait. On a utilisé une mesure, c'est les 60 cm. Et avec cette mesure, c'est comme un code génétique. Et on a tout fait avec cette mesure. Et quand on va dedans, les portes sont 1,20 m, 1,80 m, les corridors sont 2,40 m. Toutes ces une mesure qui s'est développée de 60 cm, que c'est la mesure du corps. La dernière salle de ce musée était une expérience très, très intéressante pour nous parce que c'est la dernière salle d'exposition d'un musée du Paléolithique. Ça veut dire qu'on ne sait jamais le début d'une histoire, sauf que si on est là. Et en cette cas, on n'était pas là. Bon, nous architectes, à quelquefois, nous faisons des erreurs horribles. Et à cette salle,
le toit était trop bas. Et pour ça, Thiago et moi, on a décidé de mettre un miroir noir pour donner un double échelle à cet espace et aussi pour nous donner une dimension de mystère parce qu'on ne sait jamais la vraie dimension de début. Bon, et nous avons invité Ângelo de Souza, cet artiste, et il a fait une chose extraordinaire parce qu'il a mis cette miroir vertical. Et nous avons mis le miroir horizontal et il a mis le miroir vertical. Et avec cette miroir vertical, on n'a jamais la perception du début de cette salle. Et ça nous donne un peu de mystère, la dimension occulte. Et je pense que la dimension occulte, c'est pour ça que j'ai nommé cette image comme ça, parce que c'est très important pour l'architecture, de trouver qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend complètement. Bon, nous avons fait une grande compétition pour le musée d'art moderne de Varsovie, et je pense que ça a été une autre expérience, parce que le thème était complètement différent. C'était un musée très grand, 40 000 mètres carrés de surface pour exposition. Et ça, encore une fois, nous avons travaillé avec la nature parce qu'on a trouvé qu'en Pologne et en Varsovie, c'est 6 mois, il fait très beau temps, avec des températures proches de 30 degrés. Et depuis l'hiver, c'est très long et il fait de la neige pendant beaucoup de temps, presque 6 mois encore. Et quand il neige vraiment beaucoup. Et on a travaillé avec ce thème d'une façon que quand il y a de la neige, toute la structure est cachée par la neige et ça fait un effet d'igloo. Ça veut dire que la température intérieure est plus ou moins constante et il ne faut pas chauffer beaucoup de bâtiments. Et pendant l'été, c'est une vigne, et toute la surface verte, ça nous prend, ça nous filtre de chaleur. Et pour ça aussi, il ne faut pas réchauffer beaucoup l'espace. Et bon, et puis tous les espaces à l'intérieur étaient un peu un résultat de cette structure que c'est comme un arbuste, une végétation géométrique. Bon, en Grèce, il y avait un thème, c'est une villa, c'est Ktima. Il y avait un thème qui nous intéresse beaucoup parce que la Grèce c'est pendulaire entre le figuratif et l'abstract. Et on voit beaucoup cette intervention très minimale de quelques murs dans la nature. Et ça nous a inspiré aussi avec un travail très fort qui est de Palazuelo, c'est un peintre espagnol qui nous fait des lignes qui sont cassées. Et ce type de lignes cassées nous intéresse beaucoup parce que ça nous donne la possibilité de l'intégration. Ce n'est pas une imposition aux natures et au terrain et à la topographie, mais ça nous porte la possibilité de dialogue. Et ça, c'est l'autre vue de la maison. Et dans cette côté, c'est la côté figurative de cette maison. Et ça nous donne tous les espaces, les petites terrasses, les grandes terrasses. Et on voit ici la ligne qui s'est cassée. Et ça c'est à cause on a parlé avant des règles, et ça c'est à cause d'une règle, parce qu'en Grèce, on ne peut pas faire des murs plus que 10 mètres. Et aussi cette possibilité de casser la ligne nous a donné la possibilité de faire et de remplir cette règle et bâtir à la même fois avec le langage que nous aimons, nous sommes été intéressés. Bon, une chose qui nous intéresse beaucoup, c'est le thème de la recyclage, mais je m'intéresse beaucoup dans le recyclage simple. Ça veut dire que si je pense avec
une mentalité de faire le recyclage. J'aimerais vraiment utiliser ça pour bâtir avec le recyclage elle-même. Bon, et ça c'est une image de ce qu'on a photographié en Suède. Et quand j'ai fait cette photo avec les frigos, ça m'a rapporté à New York. Et un an plus tard, il y avait une compétition à New York pour des maisons pour moment d'émergence, comme un acte terroriste ou une catastrophe naturelle. Et on a développé une structure de briques en plastique. Et le plastique était le recyclage des poubelles, des déchets de la ville de Manhattan. Et c'est très facile. Nous avons travaillé avec plusieurs ingénieurs et c'est très facile et très rapide de bâtir un bâtiment comme ça, en briques de plastique, parce que c'est très léger. Les briques sont 1 mètre par 1 mètre par 3 et depuis sont pleins de l'eau. C'est facile de transporter et c'est facile de bâtir. Deux hommes peuvent prendre un brique de plastique comme ça. C'est vraiment léger. Bon, on fait au sud du Portugal. On fait au sud du Portugal à ce moment-là pour un client français, parisien, un client très spécial parce qu'il est en train de rechercher tout le temps. Et il ne veut pas qu'on découvre, il veut qu'on recherche. Et c'est toujours très intéressant parce qu'on a commencé en 2012. Il m'a demandé de faire une sculpture pour vivre dedans. Et parce qu'il dit, je suis un caveman et je vais vivre dans une grotte, mais une grotte moderne. Bon, c'est difficile, mais on a commencé à faire une structure qui s'est complètement intégrée avec la nature. Ça veut dire que ce n'est pas un villa avec un garage, une piscine, etc. Il y a la piscine, la maison, la petite maison, le garage. Tout c'est séparé et c'est une forme d'exercice avec la nature. Ça veut dire que quand il veut nager, il sort de la maison, il marche 200 mètres et il plonge. Et ça nous donne toute l'appropriation de la nature, du temps, s'il fait du vent, les arômes, tout ça. Ça, c'est le garage de cette expérience. C'est rond, 18 mètres de diamètre. Et au-dessous, c'est un cadre solaire avec une sculpture de Rui Chaves. Ça veut dire que quand on veut voir quelle heure est-il, on ne veut pas regarder le mobile, on va là et on peut contempler la nature et apprendre les heures et les soleils. Bon, ça c'est le plan de la maison et c'est une typologie qui c'est aussi très orientée vers la nature, c'est très réglé, mais c'est orienté avec le soleil et il y a 5 espaces. Ce sont 2 espaces pour dormir, depuis un espace pour manger et la cuisine, et depuis la salle de séjour, une salle pour être liée avec la nature. Et le 5e espace, c'est la salle du bain. Mais ce n'est pas une salle de bain d'une typologie normale, je dirais. C'est une salle de bain, c'est un espace pour se baigner. Ça veut dire que quand on est là, on n'a pas les petites toilettes dans les chambres ou à côté de la salle de séjour. Non, on va dedans et dedans on a tout. On a un hammam, on a une petite piscine intérieure, on a des douches, on a les WC, les toilettes, tout ça est dedans. Et ça a une grande fenêtre au toit et c'est la seule façon d'être lié avec la nature. Ça veut dire qu'on cherche partout
les façons différentes d'être avec cette lieu. Aussi, pour cette client, on a fait une expérience que c'est un musée pour une pièce. C'est un musée privé, mais c'est ouvert. Si vous voulez y aller, la porte est ouverte. Et ça, c'est la coque qu'on a développée, c'est un œuf. Ça a été exposé dans la mairie de Porto par invitation de notre directeur, Paulo Cunha Silva. Et c'est une coque, c'est le positif pour découvrir le négatif. Ça veut dire que dans cette maison, à les Alpes suisses, on a choisi cet espace en rouge. C'est 21 mètres carrés d'espace. On a bâti cet œuf en bois et on a bétonné contre les murs anciens de la maison. Et depuis, on a déconstruit l'œuf en bois et reste seulement l'atmosphère en béton blanche et avec la sculpture de Rui Chaves. La sculpture s'appelle la graine parce que cet client est producteur des ailes et il cherche la pureté de la graine parce qu'ils disent que le monde manque cette pureté de la graine. C'est la pureté de la nature. Et on a essayé aussi de faire un espace. Rui, la sculpture, m'a demandé de n'avoir pas les ombres dedans. Ça veut dire que la lumière vient, c'est du marbre blanche portugais. On a pris tous les matériaux du Portugal, sauf le béton. Et la lumière vient au-dessus et c'est filtré par le marbre. On peut marcher, c'est très résistant, mais c'est seulement 1 centimètre de marbre blanche. Et pour ça, nous avons toutes les couleurs qu'on veut et c'est personnalisé, c'est customized. On va dedans et on choisit les couleurs qu'on veut. Et c'est bizarre parce que, par exemple, le sculpteur aime le blanche, le client aime le rosa et j'aime plus le bleu. Et chaque personne trouve sa couleur. C'est une façon de voir l'art. Bon, pour terminer, il y a une chose qui m'inquiète beaucoup, c'est la dimension humaine actuelle. Et ça, c'est l'homme de Vitruvio et de Leonardo da Vinci. Et c'est une dimension de l'homme qui vient de la nature. Et depuis, Corbusier a fait le modeleur, que c'est la dimension de l'homme pour servir la machine. Et je pense que nous sommes en train de découvrir un nouveau homme dans notre contemporanéité, que c'est l'homme qui a intégré la machine et qui est servi par la machine. Bon, mais ça, c'est une chose qu'on va découvrir pendant notre vie. Mais dans cette dimension nouvelle pour l'humanité, je pense que le mystère, c'est très important. Et c'est important parce que beaucoup de monde dit les jeunes ne sont pas plus curieux. La curiosité, c'est un peu parti. Et c'est naturel parce que si on ne cultive pas le mystère, il n'y a pas de curiosité. Les deux sont très liés. Et je pense que c'est une dimension très importante. Notre humanité, notre temps a besoin de mystère. Et pour ça, nous avons développé une sorte de médaille, une sorte d'amulette que c'est développé pour des joailliers portugais. Et c'est un accessoire et synthétise un peu la dimension de l'intuition, de la créativité. Bon. Et cette image, c'est la dernière image, l'Europe est en crise, et c'est ça. Je pense que c'est une chose très bonne d'être en crise. Et naturellement, chaque pays et tout ensemble ont des différents horizons. Mais l'horizon portugais, c'est vraiment ce qui m'a inspiré pour cette géométrie, que c'est le soleil, l'énergie du soleil qui va rencontrer l'eau. Et ça, c'est notre horizon. L'horizon portugais, c'est vraiment l'horizon entre deux énergies fantastiques, c'est le soleil et c'est l'eau. Merci. Merci beaucoup, Camille. Et pour terminer, on a Pedro Moraes, qui est
curateur et critique d'art en France, notamment pour les Inrecuptibles, pour Art Press, quotidien de l'art, pour le magazine Mouvement. Il est diplômé en sciences de la communication à l'université de Minho, au Portugal, et il a une spécialisation en histoire de l'art à l'université de Provence. Il a mené des recherches dans le champ du cinéma expérimental. Notamment, il a fait la programmation de Black and White au Musée d'art contemporain de Marseille, de la performance. Il était le commissaire d'exposition Action au FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur. Aussi de la modernité critique. Il était le commissaire d'exposition After Party à la Friche de la Bête de Mai à Marseille. Et aussi, il était le commissaire, plus récemment, c'était le mois de juillet de l'année dernière, une exposition autour du techno-animisme, Radical Software à la galerie Alain Guitart à Paris. Merci beaucoup, Pedro. Merci, Miguel. Les images de Pedro Moraes, s'il vous plaît. Merci. Alors, je fais une intervention un peu plus courte. J'ai choisi quatre artistes portugais emblématiques. Miguel m'avait demandé de faire quelque chose qui soit introductif. D'ailleurs, j'ai choisi des pièces que la plupart, beaucoup de gens en France ont pu voir parce que c'était dans le cadre des biennales, des expositions en France. Au départ, je voulais pas. Je me suis dit que Cabritare c'était trop évident. Et en fait, oui, c'est assez évident, mais pas tant que ça, parce que quand on le connaît, quand je le connais pas autrement que par l'entretien, mais il ne tient pas particulièrement à être associé à l'architecture. Il dit souvent, chaque fois que je lui posais la question, il me disait que non, il n'aime pas soit associé à la pratique d'architecte, parce qu'il préfère l'autoconstruction, les usages locaux et les bidouillages quotidiens, on va dire la dimension vernaculaire de l'architecture. Et de fait, moi je pense que connaissant un petit peu le personnage, il y a aussi un peu de jeu d'esprit, parce qu'évidemment, on sent bien qu'il y a dans son travail un intérêt précis par l'architecture. Souvent, ce qu'il fait, là, c'était l'expo, la biennale que je trouvais vraiment sublime, à la biennale de Venise, quand il était intervenu il avait fait... j'ai besoin peut-être... Où il avait fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était tout un couloir dans le palais Falier à Venise. Et là où on voit bien qu'il intervient d'une façon qui, quelque part, cherche un peu à dévoiler ce qui sont les structures cachées dans le bâtiment, quelque part. Mais il en parle beaucoup du néon, et c'est là où il utilise parfois le néon comme métaphore. Je vais vous dire 2-3 phrases qu'il utilise. Et c'est là où on se dit qu'effectivement, il a quand même un rapport au dessin, parce qu'il se voit comme un peintre, en fait, plus que comme un architecte. Et il dit, par rapport au néon, il se situe aussi politiquement, et tu l'utilises comme métaphore politique, je veux le lire. Il dit, le néon est emblématique de la mélancolie des lieux pauvres, du monde du travail, des bidonvilles. Il a autant de force qu'une tristesse, une interrogation qui vient de ce monde d'oublié, ce monde d'oublié du monde du travail. Je ne pourrais pas utiliser notre lumière. Et continue, cette idée d'un tube fluorescent, lumière internationale s'il en est, qui essaye de simuler la lumière du jour dans des usines, des cuisines, des galeries d'art ou des garages, c'est une prétention à la fois poétique et pathétique. Et c'est vrai que du coup, il utilise souvent le néon dans des espaces qui sont déjà éclairés. Ça, c'est important parce qu'il ne cherche pas à faire d'enflavine ou sublime, à chercher une sorte de sublime, d'halo, de lumière. C'est souvent, les espaces sont éclairés. Ça lui arrive aussi d'utiliser des néons qui ne sont pas allumés dans les espaces éclairés, encore une fois. C'est aussi encore une image de cette exposition que je trouvais vraiment extraordinaire. Je peux encore donner quelques clés par rapport à son rapport à l'architecture. C'est qu'il utilise évidemment des matériaux de construction, des néons, des portes, des fenêtres, des briques, des câbles électriques. Mais malgré tout ce discours qui a l'air assez politique, ce que j'ai pu dire tout à l'heure, comment il s'identifie, il a un peu
horreur de l'art sociologique. Ça veut dire, il se voit, et ça c'est le côté un peu classique de Cabri Thérèse à mon sens, il se voit vraiment comme un peintre en fait. Il se fantasme comme un peintre. Pour moi, s'il est un peintre, s'il s'attendait à être un peintre, il serait alors le peintre d'un habitat sans qualité, un peintre de la mémoire des espaces et de mémoire du travail. Et c'est vrai que ce que j'aime le plus chez Cabri Thérèse, ça dépend d'ailleurs de ses expos, c'est vraiment sa capacité à nous faire sentir qu'on peut habiter les espaces les plus abstraits. Il n'en parle pas de modernité en architecture, parce que comme je vous ai déjà dit, il parle plutôt d'art minimal, enfin de rapport au modernisme et en art. Mais ce que j'ai toujours senti, même quand il montre par exemple ces fameux empilements, on va dire, de structures, de tubes d'aluminium, qu'on peut un peu associer à des tours de logement modernes. Ce qu'on voit, c'est toujours l'usure de matériaux, le fait que la grille est mal menée, le fait qu'il y ait des irrégularités. C'est-à-dire, c'est jamais, il essaye pas. Bon, il arrive bien après l'art minimal, du coup c'est évident qu'il fallait se positionner aussi par rapport à ce côté rigoriste, ultra-dramatique. Et pour moi, il le fait en donnant vraiment une qualité ça c'est la prochaine, pardon. Une qualité de comment habiter un espace qui se présente comme un espace abstrait, parce que souvent on ne sait pas à quoi ça pourrait faire référence. Voilà pour Cabri Thérèse. Moi, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais je vous donne mon interprétation parce que ça fait plus de 10 ans aussi que je ne suis pas au Portugal, je tiens à dire, et 15 ans, et que je n'ai pas pu voir toutes les expos de Cabri Thérèse, mais j'ai vu récemment une à Toulon. Une autre artiste fondamentale dans ces quatre que je trouve qui sont incontournables, enfin, et qui vont me permettre de couvrir les quatre questions très différentes qui sont intéressantes à poser, pas qu'en architecture, c'est Angela Ferreira. Alors, Angela Ferreira, elle a un parcours, elle est très connue, évidemment, je ne veux pas tout vous expliquer, mais je l'introduis quand même. Elle est née au Mozambique. Elle a vécu ensuite, était aussi étudiante en Afrique du Sud. Et effectivement, bien avant, il faut reconnaître que bien avant qu'aujourd'hui, le thème du postcolonialisme, le fait qu'il faut faire un travail de mémoire, qu'il faut plus qu'un travail de mémoire, il faut faire réécrire une histoire. Et aujourd'hui très à l'ordre du jour, tout le monde discute, tout le monde sent besoin de discuter de ces questions-là, dans le monde de l'art en tout cas. Et elle a commencé à le faire, à mon avis, bien avant que ces questions soient aussi explorées comme actuellement. Elle était déjà très consciente par son parcours d'une histoire complexe, parce que c'est vrai qu'Angela ne cherche jamais. Elle n'a aucune complaisance dans sa façon d'analyser des rapports de pouvoir colonial. Et parfois, c'était une brutalité, surtout dans un pays qui considère que peut-être qui dissimule, qui a pu dissimuler ces rapports de pouvoir coloniaux à travers une sorte de mansitude, de fameux elle pointe du nez des questions, mais elle ne cherche pas non plus, et ça c'est pour ça aussi que je les ai choisis, ces artistes, c'est qu'elle ne cherche pas à parler de spécificité portugaise, de quelque chose qui serait identitaire au Portugal. De par son parcours, ça ne pourrait pas être possible, parce qu'elle a vécu dans plusieurs pays. Et de fait, ce sont des questions qui traversent différents pays, qui ne sont pas exclusifs ni au Portugal. Ils ne peuvent pas être réfléchis de façon intéressante, en tout cas pour aujourd'hui, d'une façon identitaire, en se posant simplement des questions spécifiques à la colonisation portugaise. Dans ce cas, par exemple, cette série est très connue aussi, elle a été montée à Venise.
Et là, et d'ailleurs, ces images-là correspondent plutôt à la présentation après, en France. Je pense que c'était pas au Grand Café, c'était à la Criée à Rennes. Et c'était des modules qu'elle reprend, elle se réapproprie avec des changements des maisons tropicales de Jean Prouvé. Alors, la vérité, c'est que ça apparaissait aussi au moment où tout le monde en Europe, les architectes compris, sont très intéressés à Prouvé, qui avait été complètement mis de côté, sans forcément interroger effectivement comment ça s'est... Si ça avait été effectivement... Parce que c'est simplement novateur, et parce qu'il avait une vision quand même, mais sans s'interroger sur les véritables efficacités de l'implantation de cette architecture dans les pays en question, que c'était pour le coup la colonisation française. Ça s'est implanté sur 3 ans de ces maisons. Je pense que c'était en 50, je vais vous dire, 42 à 59, je sais pas. Alors, ça a été, oui, dans les années 50. Et ça correspondait à 3 colonies. Oui, voilà. C'était entre 49 et 51, pardon. Et ça, il y avait 3 prototypes seulement pour des environnements extrêmement différents. Il y avait Niamey, Niger, Brazzaville, au Congo. Niamey au Niger et Brazzaville au Congo. Et c'est avec cette application, on va dire, sans tenir compte surtout des conditions climatiques, n'a pas effectivement marché, ce qui a fait que, pas entièrement, je ne veux pas dire que ça n'ait pas pu fonctionner, pour qu'on réfléchisse en tout cas d'une certaine façon, mais le fait c'est qu'elles ont été repatriées en Europe pour être restaurées et après revendues très, 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 très cher dans le marché de l'art et du design, si vous voulez. Mais le fait, c'est que du coup, elle est partie rephotographier certaines de ces maisons dans des contextes... parce que certaines ont été abandonnées, tout simplement, et elle a fait tout un travail de photographie pour regarder ces traces de ces maisons prouvées. Et je pense que son objectif, Angela Ferreira, parce qu'elle a fait plein de projets autour d'autres questions. Récemment, elle a fait un travail sur, par exemple, les anthropologues portugais qui ont fait des choses intéressantes, mais qui s'appellent Georges et Margot Dias en Mozambique, mais qui ont collaboré avec le régime de Salazar, et du coup, effectivement, les analyses étaient, on peut dire, orientées. Et on peut continuer ici pour voir une autre image, parce que du coup, ça c'est encore ce sont des modules, parce qu'elle travaille sur un mode de reprise, parfois, de réappropriation, mais ces questions, c'est toujours tout de même d'inscrire ces éléments dans une tentative de réécrire cette histoire, enfin, d'essayer de faire apparaître ce qui sont les enjeux de conflit à l'intérieur, on va dire, la modernité, ce qui était considéré une rationalité universelle, enfin, et des contextes locaux, des logiques pour le coup de soumission en colonisation, et comment ça se définissait aussi à travers des plans généraux d'architecture issus d'un centre. Et alors, vous avez donné, après des moments où elle peut aussi faire des choses, où elle fait cohabiter des éléments qui n'étaient pas prévus d'être mis ensemble. Ça, par exemple, ça concerne le moment de l'indépendance de Mozambique en 1975. Le film qui est projeté, c'est en Jean Rouge, qui a été fait à ce moment-là pour fêter la nation libre. Et il y avait tout un moment d'utopie aussi, un moment des indépendances. Il y a ça, il y a Bob Marley aussi qui a fait quelque chose, qu'elle a projeté aussi sur ces structures. Et ces structures sont des kiosques, en fait, agipropres, un peu de constructiviste de Gustave Cloussis, et qui était dans une logique, on va dire,
de révolutionnaire, de participation à l'élan de la Nouvelle-Russie. Et ce qui est intéressant en même temps, c'est que c'est là où l'histoire se redouble, c'est qu'au moment des indépendances portugaises, des indépendances des anciennes colonies portugaises, il y a eu les enjeux de guerre froide aussi, où la Russie était à nouveau très intéressée par ces territoires. Et du coup, ça se recouvre, ça se recroise. Son travail, c'est d'une complexité assez forte. Hein, et je pense que c'est quelqu'un qui a su pointer des questions un peu avant bien avant même, que ces questions soient devenues absolument urgentes maintenant. Par la suite, je vous propose Léonore Antunes. Alors, Léonore Antunes, qui a fait une grosse expo, et d'ailleurs, on va avoir une image de cette expo après, à Bordeaux, au CAPC à Paris. Elle a toujours un intérêt pour l'architecture, mais c'est vrai que ces dernières années, et c'est encore une fois une question qui me paraît importante, c'est qu'elle a participé largement dans des débats qui n'étaient pas exclusifs à Portugal, là, et ces dernières années, autour, on va dire, dans une forme de retour au modernisme, ça veut dire, c'était un débat qui obligeait en tout cas les artistes à se positionner sur le fait que comment être critique, on va dire, comment être critique vis-à-vis de modernité qui se voulait, pour faire simple, dans le mâle blanc occidental, sans revenir sur cette stratégie postmoderne qu'on considère épuisée ou même carrément, pour dire concrètement, pour beaucoup, pas opérante. Comment du coup actionner des possibilités de se dire que la modernité n'est pas achevée, mais que du coup il faut garder tout de même, sortir un peu des discours sous la fin des utopies, comme une sorte de facilité. Même si Léonore est plus âgée que moi, le prochain, ça correspond à ma génération. Et c'est vrai que c'est très difficile pendant ces débats. C'est des débats qui datent déjà un petit peu, il faut dire, que c'était au début des années 2000, toute cette décennie, grosse discussion autour de ces questions de néomodernisme, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Et je crois que c'est une des questions qui se posait, c'est qu'une génération qui en avait aussi marre qu'on lui dise les utopies, on les a essayées, vous inquiétez pas, ça n'a pas marché. Je crois qu'il y a des tentatives. Léonore d'une autre façon, parce que Léonore, c'est pas exactement le fait qu'elle va partir en campagne pour la révolution et tout ça, mais elle a introduit quand même des éléments. Alors pour le coup, je pense avec un regard féministe. À l'époque, peut-être que c'était subtilement inscrit dans son travail. Aujourd'hui, je pense qu'elle le rend plus explicite. Autour des architectes femmes comme Hélène Gray, elle s'est intéressée, qu'elle considérait qui étaient mises de côté vous connaissez bien l'histoire, parce que je pense qu'il y a plus d'architectes ici que d'artistes, hein, et par Le Corbusier. Et elle s'est intéressée à des gens comme Annie Albers, qu'on va voir après, Lina Bobardi, Maria Deren, cinéaste expérimentale, Greta Grossman, Eva S., Carlo Molino, Clara Porcé et Jean Prouvé, encore une fois. Et c'est vrai que dans son usage des éléments d'architecture, parce que parfois elle estrayait des éléments des façades, des intérieurs, qu'elle réinstallait avec des matériaux, pour le coup, pas nobles. Ça pourrait aller de cuivre au liège. D'ailleurs, le liège, on va le voir dans la prochaine photo, qui est au CAPC. Alors là, elle a fait, c'est la nef immense du CAPC. C'est une expo importante pour Léonore, et où elle a repris des motifs inspirés de Annie Albers, des tapisseries d'Annie Albers que je pense qu'elle avait au même moment que moi au Musée d'Art moderne. La question, c'est que pendant longtemps, aussi bien que Hélène Gray dans l'ombre de Corbusier et d'autres, que Annie Albers dans l'ombre de son compagnon
Joseph Albers. Ils n'ont pas eu, Sonia Delaunay pour en parler d'autres, ils n'ont pas eu de reconnaissance de leur travail, de leur pratique, qui ont été inscrite certes parfois dans des arts appliqués, mais avec la même fulgurance de rupture formelle que leurs compagnons dans la peinture, dans des matériaux, dans d'autres inscriptions. Du coup, je pense qu'il y a à la fois chez Léonore l'envie d'utiliser des matériaux artisanaux et des logiques de matériaux moins nobles, et voire même des logiques qui peuvent rappeler, comme vous avez vu, des paravents, des choses qui ont l'air utilitaires et qui sont proches au final du design, pour réinscrire clairement une logique, c'est celle du mineur dans le contexte de l'art contemporain. Ça veut dire en regardant pour le coup l'apport des femmes, artistes, architectes, designers ou cinéastes, à l'art moderne et à la façon comment de plein pied par rapport à ces ruptures, en utilisant des choses qui sont, comme je dis, avec ce regard porté spécifiquement sur le mineur. Évidemment qu'il y a d'autres questions. Là, pour ce qui est du CAPC, évidemment qu'il y a des questions d'architecture, elle en parle, c'est du Liège d'ailleurs, au sol. Hein. Et elle fait tout le système de mesure, c'est par rapport à l'architecture. Enfin, c'est quelqu'un de, pour le coup, très intéressé par le sujet. Et je vais terminer par quelqu'un de plus jeune, qui a fait plusieurs travaux d'ailleurs c'est Pedro Barretero. Je dois dire que je n'ai pas innové, je prends que des stars portugaises, mais il y aurait tout le temps, j'aurais pu parler d'Antonio Bolota, j'aurais pu Igor de Jesus, enfin, il y a plusieurs jeunes artistes qui s'intéressent à la question de l'architecture, même beaucoup. Et du coup, là, pour vous expliquer, c'était dans un bâtiment, Motagaliza, qui est tout en verre, très corporate, très, un petit peu langage d'architecture internationale version entreprise, vous connaissez. Et il avait joué le jeu et s'est dit, bon d'accord, vu qu'il est tout en verre, il a fait un film, alors pour le coup, il me faut quelques éléments. C'est une sculpture placée en face du film. Le film était positionné à côté. Le film, alors, il est vraiment fascinant parce qu'il s'agit de la maison, s'appelle le Sitio. Roberto Burle Marx, c'était un architecte paysagiste brésilien. Et c'est une maison à Rio. Et en fait, c'est une maison qui servait à collection, où il montrait sa collection de plantes. Mais ces plantes, les plantes, évidemment, ont commencé à prendre le dessus, mais c'est surtout que je pense que lui-même aimait bien cette perspective que la maison soit presque simulée dans cet espace. Je crois que s'intéressait fondamentalement Pedro, c'était... Et la sculpture, avant de dire la sculpture, en fait, c'est une sorte de main entre l'humain et l'animal. C'est une sculpture de la tribu Luena du nord-est d'Angola qui était exposée au musée d'Udundo, qui était le premier musée ethnographique d'Angola. Il avait été fait par la Compagnie nationale de diamants sous l'emplacement même où se trouvait la tribu qui a été spoliée. Voilà, c'est en réplique de cette sculpture. Et je pense que s'intéresse Pedro, c'était à la fois le fait que cette idée de confrontation d'une architecture moderne à la nature, voilà, pour le coup, extrêmement envahissante, extrêmement riche. Et le fait que, parce que c'était des questions qui se posaient aussi après toi, je pense à ce moment-là, ils commençaient à se poser autour de l'anthropologie de quelqu'un comme Eduardo Viveros de Castro, qui a écrit Métaphysique cannibale et qui en fait pose un regard assez novateur sur la façon comment on peut se relationner avec les objets, le réel, vivant et au inanimé. Ça veut dire, ça rejoint aussi des réflexions actuelles du côté de Quentin Mayassou, avec le réalisme spéculatif, l'idée qu'un monde peut être pensable sans nous. Et
Et je crois que c'est cette question de l'animisme, du fait du perspectivisme du Véroz de Castro travaillait beaucoup, le travail de Pedro à ce moment-là. Et évidemment qu'ici, dans ce cas, l'architecture, elle ne sert qu'à... Et on va dire que c'est le pendant de la rationalité moderne, de l'écriture. C'est quelque part ce qui est en conflit avec ce qui serait en rapport animiste avec et perspectiviste selon cet anthropologue dont je suis en train de parler. Et sinon, bon voilà, je pense que on peut terminer. D'accord. Merci beaucoup, Pedro. Je pense qu'on est un tout petit peu en retard, mais on peut parler un tout petit peu, peut-être. Il y a 3-4 ans, Didier, je me rappelle bien de visiter une exposition que tu as fait avec Gordon Mather Clark au 6e, qui était architecte à l'origine, je pense aussi. Et il n'y a pas beaucoup en fait, il y a beaucoup d'architectes qui font un peu de l'art, il y a des artistes qui font de l'architecture. Et j'avais cette question à te poser, parce que tu as trouvé apparemment, vu de l'extérieur, un équilibre entre ces deux pratiques. Tu as plus ou moins répondu que tu fais de l'architecture qui n'a pas d'échelle. Mais comment est-ce que tu vis, et comment est-ce que tu vois ce rapport entre les deux pratiques? Très bien. Non, c'est une espèce de... Je dirais pas que c'est pas quelque chose qui a été construit volontairement, ça s'est plutôt mis en place tout seul. C'est-à-dire que je dirais que le rapport à l'architecture, c'est toujours le rapport au client ou à la personne qui vous commande quelque chose ou qui vous sollicite, qui vous demande de réfléchir. Et les premiers travaux que j'ai faits étaient souvent, en fait, basculaient dans le monde de l'art, puisque la demande était celle de gens qui étaient des galeristes ou des commissaires, des curateurs, et que du coup la réponse correspondait à, je dirais, à une échelle, à un espace, à un type de situation. Et du coup j'ai accumulé, sans vraiment hiérarchiser, les demandes, j'ai pas hiérarchisé. Donc du coup, ça s'est accumulé. C'est une espèce de travail très, je dirais, ça s'est fait de façon horizontale, il n'y a pas eu de branche ou de. Je dirais que dans le cas particulier de mon travail, il n'y a pas de. Il n'y a pas de fracture entre, à un moment donné, je me lèverai le matin, je réfléchirai d'une manière ou je réfléchirai d'autre, ou un modus operandi qui serait lié au travail avec une galerie, ou à l'espace muséal, ou à un terrain sur lequel il faut investir et questionner. C'est le même modus operandi. Alors ce qui est peut-être une particularité, c'est que j'ai tendance en fait, à manipuler mes clients, mes commanditaires ou mes maîtres d'ouvrage dans le sens qui, moi, m'intéresse sur le projet architectural, vraiment dans le cas particulier. C'est-à-dire de les emmener au-delà de la demande initiale, ou en tout cas de re-questionner, reformuler la demande. Ouais, tu parlais au début que le milieu de l'art contemporain est très poreux, notamment, tu parlais de Lisbonne, au Portugal, mais je trouvais que le milieu était spécialement poreux par rapport au milieu de l'architecture, j'imagine. Ouais. Alors, le truc, c'est pas peureux. Excusez-moi. Non, mais poreux, j'aime bien je relève, j'aime bien ça. Parce que j'ai trouvé le milieu de l'architecture au Portugal. Alors, c'était milieu des années 90. Je sais pas si on était déjà dans une période compliquée où c'était mais il y avait une espèce de. En tout cas, moi, j'ai ressenti une espèce de peurosité, pas de porosité, par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on était. Maintenant, je connais tout le monde. Le temps a passé. J'ai une autre appréciation, mais à l'époque, je trouvais que c'était très. À chaque fois pour la petite histoire, j'ai fait des entretiens dans plein d'agences à Lisbonne. Le premier pas entre Lisbonne et Porto, au Portugal, c'était de trouver du travail sortant de l'école.
après, les choses ont changé, mais il y avait une espèce de mise à distance sur la formation, sur non mais ça va pas aller, c'est pas possible. Et il y avait une espèce de schisme dans l'acceptation de peur comme ça de l'étranger, ouais, je crois. Mais c'était un autre monde. C'était le passage d'un monde à un autre. On était l'outil était en pleine mutation. L'outil de l'architecte est en pleine mutation. On passait en gros du calque à l'ordinateur, au programme. Et là, c'était vraiment le moment du flottement. Je suis arrivé là-bas à ce moment-là. Pour la question de la porosité, justement, du milieu artistique, je crois que c'est la curiosité qui le remporte, qui prend le dessus, et ça s'est fait instantanément. Je veux dire, le premier boulot qu'on m'a demandé proprement dit, ma première commande, alors c'est pas une commande, mais c'était une demande ou une invitation, c'est un artiste portugais, Paulo Mendes, qui a toujours navigué entre sa pratique d'artiste et une pratique de commissariat, et qui a demandé justement à plein de monde de réfléchir sur la question de l'espace, et c'était une exposition qui s'appelait Artistes Arquitetos au Cirque des Arts Plastiques à Lisbonne. Et c'est la première fois qu'on me commande quelque chose, où il arrive il me dit, voilà, on a un budget. Alors moi, j'ai vu ça comme une commande. J'ai vraiment pris cela pour une commande. J'ai un budget, est-ce que tu pourrais faire une pièce, une installation, etc. Et j'ai dessiné une chaise. Je suis arrivé parce que pour moi, la question de la pratique de l'architecte, il fallait que l'architecte se colle à la question de la posture et de l'ergonomie. Et donc, j'ai dessiné une chaise. Et c'était vraiment la première fois. Et voilà, c'est en ça que je parle de porosité. C'est que très rapidement, je me suis retrouvé à Coimbra, et puis les personnes que tu as citées. Alors, Pedro Cabriteles, c'est une autre génération. Lui, c'était le pape, c'était lui qui achetait les œuvres. Mais il y avait, pour moi, oui, c'est un milieu beaucoup plus poreux. Tu parlais de cette expo que je ne connaissais pas, artiste et architecte. Voilà, j'ai visité, peut-être que quelqu'un de vous ont visité l'exposition Artistes et architecture, dimension variable, au pavillon de l'Arsenal à Paris, c'était avant le Noël, et à laquelle Didier a participé. L'exposition présentait les travaux autour d'environ 50 artistes, mais le catalogue comprenait 264 artistes. Et en relisant le catalogue, on voit la plupart des artistes les plus importants des derniers 50 ans. Bruce Nauman, Sol LeWitt, Donald Judd, Daniel Buran, Philippe Parreno, Anthony Gormley, Lionel Antunes, Julien Sarmento, Cabrita Reich, Pierre Huyghe, Julien Prévieux. Et on pense à un artiste important, et voilà, il est dans ce catalogue. Comment expliquez-vous, je pose cette question à vous trois, l'omniprésence de l'architecture dans l'art contemporain? Apparemment, presque tous ces artistes travaillent l'architecture. Pedro, peut-être. J'imagine. Je suppose que par jalousie de voir un domaine qui peut vraiment avoir c'est pas le bon mot, mais qui a une réelle implication dans le réel, qui est obligé de négocier en permanence avec des différentes contraintes, mais qui du coup aussi représente une réelle possibilité d'interférer dans l'espace commun, et du coup de le changer, de le modifier. Je pense que c'est un fantasme pour l'artiste, forcément, je pense. Je crois que c'est ça, mais toi, tu es bien placé. Et après, esthétiquement, c'est peut-être une question de conscience de l'espace, évidemment, enfin, des questions après plus simples à dire, mais évidemment, des sensations d'espace, des choses qui sont communes. Mais je soupçonne que ça soit l'envie tout de même de ce quotidien langage qui est quand même inscrit de fait dans le réel, et qui a besoin de se confronter à ça. Le social, peut-être. Qui a besoin de... Oui, ça peut être aussi des choses plus formelles, mais c'est vrai que
je soupçonne que ce soit cette envie d'avoir, et même le fait que l'architecture soit vraiment un champ de bataille, de négociation. Les artistes, ils ont des positionnements... enfin, ça peut faire fantasmer cette question-là aussi, le fait d'avoir à négocier, à conquérir un espace, et à sortir peut-être aussi du cadre de la galerie. Camille. Oui, bon, je pense qu'il y a probablement plusieurs raisons individuelles, mais je pense qu'il y a une chose que c'est naturel, que c'est l'entre-deux, c'est plus riche qu'être dans un côté ou l'autre. Et je pense que ça, c'est une chose qui est dans ce sens de découvrir et de mystère, d'inquiétude. Si l'artiste est vrai, dans le sens le vrai artiste, un type créatif, ça c'est comme c'est très attractif. Pour moi, c'est naturel quand je vois ça. Et je pense aussi parce que plus en plus la conscience humaine nous prend à une dimension qui est de ne laisser pas être spécialiste à quelque chose. Et je pense qu'un artiste ne veut pas être un spécialiste de faire seulement un marbre ou un fer, je ne sais pas. Mais je pense que c'est une dimension qu'il y a comme inquiétude, encore une fois. Et à côté des architectes, la même chose. Je pense que un jour, j'étais avec Niemeyer à Rio, et il a dit, je parlerai seulement 5 minutes. Il a parlé sans arrêt pendant 40 minutes. Et la chose plus intéressante est qu'il a parlé de tout, sauf que l'architecture. Et il a parlé des femmes, des plages, caipirinhas, du soleil, plage, etc. Tout l'art. Et puis à la fin, il avait un élève qui lui a demandé, et l'architecture? Bon, il ne faut pas être spécialiste. Et je pense que c'est ça. C'est un temps très ouvert. Les arts ont été très séparés à quelques moments de l'histoire. Mais à ce moment, je pense que c'est un endroit plus riche de travailler entre deux. D'accord. Très bien, on ne va pas faire comme Niemeyer. Merci beaucoup. On arrête là. Merci.